Enfin se réalise le rêve que ces hommes ont si longtemps caressé, pour lequel certains ont sacrifié le fruit de plusieurs années et même de toute une vie de travail. Nous sommes en 1939. La France, qui tous les ans organise le pèlerinage de la Mecque, le médiatise outre mesure cette année-là. L'enjeu est de fait capital. Pouvoir compter sur la force d'un empire de 100 millions d'habitants dont elle brandit le chiffre à la face de l'Allemagne. Les pèlerins se sont séparés. L'artisan retourne à son établi, le boutiquier à ses souffles, le cultivateur à ses travaux. Durant 40 jours, ils ont pu, sous la protection de la France, traverser les mers en toute sécurité pour aller se prosterner dans l'enceinte sacrée de la Mecque. Dans cet immense creuset où vient se fondre chaque année l'élite de l'islam, ils ont pu répéter à leurs frères musulmans ce que la France avait fait pour ses sujets. Revenus dans leur pays natal, ils vont reprendre leur vie normale, auréolés cependant d'une grâce nouvelle, décidés plus que jamais à se montrer bons musulmans pour continuer à être bons Français. Accompagné par les ovations de la foule tunisienne, M. Daladier va fleurir le monument aux morts. Puis le président du Conseil se rend au palais de la Résidence. Le voyage de Daladier intervient un peu avant la guerre, dans une atmosphère extrêmement tendue, et notamment dans une très forte tension avec le gouvernement italien de Mussolini, qui quelques mois auparavant a émis des revendications sur non seulement la Tunisie, mais également sur la Corse et sur Nice. Et donc le voyage de Daladier vise justement à manifester le refus de la France de ces prétentions italiennes et le désir aussi, la volonté française de résister à toute agression. Ils savent, comme le savait leur père, que la puissance de la France est invincible. Voici que du fond de l'horizon débouchent au grand galop les escadrons de Spaïs, derrière leur étendard, suivis par les goumiers et les partisans de toutes les tribus. Les cérémonies militaires ont pour but justement de manifester la force de la France dans la région, le loyalisme également de ces troupes indigènes. À la première heure du drame, le sultan du Maroc, le bey de Tunis et les représentants de l'Algérie ont déclaré que cette guerre à nous imposée était aussi la leur. Déclaré qu'ils refaisaient ce geste de 1914, ce geste que symbolise le groupe de marbre, où un cavalier marocain et un cavalier français se tendent une main loyale et... C'est le don de soi, quoi. C'est aller droit devant, tête baissée, et foncer dans le tas, quoi. Baïonnette au canon et en avant, quoi. Ces sacrifices, c'est vraiment la dernière des solutions, quoi. C'est vrai que ce qu'ils ont fait, les anciens, c'est pour ça que c'est un des régiments les plus décorés, de toute manière. Quand on voit toutes les batailles qu'ils ont remportées et tout le travail qu'ils ont fait, c'est incroyable, incroyable. 1939-1940. Il y avait déjà en France des régiments de Spahi avant la déclaration de guerre. Puis on a fait venir évidemment d'autres unités d'Afrique française du Nord. La neige et la glace du front. Sous des latitudes différentes, on retrouve ces mêmes visages, cette même confiance. Ces hommes à nos côtés, ils vivent la vie que nous vivons. Ils courent les dangers que nous courons. Ils sont nôtres. Ils attendent le coup de trompette, le signal du départ vers le pays de la guerre. Le 15 mai 1940, à 4h30, les Spahis prennent leur position et organisent des barricades dans le village de Lahorli.
À 8 heures, c'est le début de la bataille entre le groupement nord de la 1er Panzer et la 3e brigade de Spahis. Malgré la faiblesse de l'armement français, les Spahis maintiennent leur position avec de grosses pertes, mais obligent parfois les Allemands à décrocher. À 12 heures, nouvelles attaques allemandes massives menées par l'infanterie, chars et autres véhicules blindés. À 15 heures, attaque de chars qui progressent vers le cimetière. Le colonel Geoffroy, chef de corps du 2e Spahis marocain, est tué à son poste. Les hommes du colonel Marc forcent le passage. Ils sont tués les uns après les autres. À 18 heures, l'ennemi est maître de la position de Lahorn.